Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine. Au sommaire cette semaine, le Niger, sous sanction, s'alimente grâce à l'énergie solaire. La mise en service de la centrale photovoltaïque à Gorubanda permet de produire 30 MW et de pallier les pénuries. Au Nigeria, les consommateurs se tournent vers des biocarburants verts. Le bioéthanol est de plus en plus utilisé dans les cuisines, une solution moins coûteuse et moins toxique. Elle veut faire entendre la voix des jeunes pour défendre l'environnement et lutter contre la désertification. Merem Tahar est notre invitée. Équipée de plus de 55 000 panneaux solaires, la centrale de Gorubanda est la plus importante infrastructure énergétique solaire jamais réalisée au Niger. Construite avant le coup d'État, l'installation va permettre de pallier les délestages, nombreux depuis l'arrêt de la fourniture d'électricité par le Nigeria. 55 000 panneaux solaires pour une centrale photovoltaïque de 30 MW. De quoi améliorer la desserte de centaines de milliers de foyers de la capitale et d'autres zones du sud-ouest nigérien. Les coupures d'électricité étaient une plaie quotidienne pour des quartiers entiers. Aujourd'hui, ça va mieux. Dans tous les quartiers de Niamey, on constate une amélioration significative de la qualité de la fourniture d'électricité depuis la mise en service de la centrale photovoltaïque. Il n'y a presque plus de coupures. Même constat chez les commerçants de la capitale. Tous ont déjà perdu des appareils coûteux à cause des coupures d'électricité et surtout des retours de courant trop violents. J'ai subi une perte de 22 000 francs CFA pour le régulateur de tension et de 320 000 francs CFA pour le réfrigérateur, en plus des produits laitiers périmés. Aujourd'hui, nous réalisons des économies car il n'est plus nécessaire de recourir au groupe électrogène et d'acheter du carburant pour préserver la fraîcheur de certains produits. Alors que la mise en service de la centrale de Gorubanda a été retardée par la crise politique que traverse le pays et surtout par le départ de la majorité du personnel technique étranger, pour beaucoup, le Niger a les ressources pour entretenir son bon fonctionnement. Le Niger est doté d'ingénieurs compétents à la matière. Parce que nous sommes dans cette énergie depuis plus de 30 ans. J'allais même dire depuis plus de 50 ans. Donc l'expertise est là. La production de la centrale photovoltaïque de Gorubanda est une parade à l'arrêt de la fourniture d'électricité par le Nigeria depuis l'application des sanctions de la CEDEAO après le coup d'État de juillet dernier. Mais elle est le résultat d'un partenariat entre le Niger, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Moins cher que le gaz, le bioéthanol perce dans les cuisines nigérianes. Ce gel verdâtre est fabriqué à partir de matières organiques comme des déchets alimentaires et agricoles ou encore la jacinthe d'eau, un combustible qui est aussi moins nocif pour la santé. Récit de Caroline Lambollet. Ça n'a l'air de rien, mais ça a changé la vie à Shola Adayemi. Ce gel, fabriqué à partir de biomasse, est moins cher que le gaz de cuisine. Je l'ai testé et c'était vraiment bien. Ça permet de cuisiner rapidement. Je l'utilise pour faire cuire des haricots. Vous savez, les gens disent que les haricots, ça prend du temps. Mais moi, j'utilise le bioéthanol pour cuire les haricots. Avec la flambée du coût de la vie, le gaz de cuisine est devenu hors de prix pour de nombreux Nigérians. Ceci, après une décision prise par le président Bola Ahmed Tinubu en mai, mettant fin aux subventions gouvernementales sur les carburants. L'inflation a atteint plus de 27% en moyenne en octobre, un record jamais vu depuis 18 ans. En plus d'être moins cher que le gaz de cuisine, le bioéthanol émet moins de gaz nocifs. De nombreuses maladies respiratoires et cardiovasculaires non transmissibles sont liées à la pollution de l'air, que l'on appelle la pollution de l'air domestique. Passer à ce combustible va donc nous aider à réduire le nombre de victimes liées à ces problèmes de santé tout en protégeant notre environnement des émissions de carbone. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 93 000 femmes meurent chaque année au Nigeria de maladies causées par la pollution de l'air domestique. Âgée de seulement 23 ans, Merem Tahar a représenté la parole des jeunes et des femmes tchadiennes lors de la COP28 en décembre dernier à Dubaï. Un combat pour la défense de l'environnement qu'elle mène au quotidien avec son association Les Femmes de la Diaspora Tchadienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors actuellement, vous êtes également étudiante en droit. Pourquoi avoir voulu vous engager dans le combat contre le dérèglement climatique ?
Tout d'abord, c'est un combat que je voulais mener depuis bien longtemps, sauf que je me disais qu'il fallait être peut-être expert du climat pour mieux en savoir. Et je me suis rendu compte à la COP27 où j'ai officialisé mon engagement pour la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Et je me suis rendu compte qu'il y a ces personnes, comme ma communauté aussi que je représente, le Tchad et mon peuple autochtone Ga, qui ne sont pas assez visibilisés à l'international et on ne parle pas assez des conséquences sur le réchauffement climatique. Une fervente militante pour la justice climatique en Afrique, mais aussi pour la défense des droits de votre peuple, vous le disiez, les Ga ou Toubou du nord du Tchad. Vous êtes d'ailleurs la première femme à représenter les Toubous sur la scène internationale. Oui, je suis la première à l'international parce qu'on n'est pas assez visibilisé. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas qu'on a un peuple autochtone dans le nord du Tchad. Et c'est pour cela que je suis engagée sur la scène internationale. Je suis la plus jeune femme qui est engagée et j'espère pouvoir ouvrir la voie à d'autres personnes de mon peuple autochtone. Et de quelle manière est-ce que le changement climatique a affecté votre peuple ? Il affecte énormément parce qu'on a l'avancée du désert dans le nord du Tchad et on n'en parle pas assez. On a aussi un peuple très nomade, donc on vit de l'agriculture. Et malheureusement, avec tous les phénomènes de désertification, c'est assez compliqué. Avec par exemple la sécurité alimentaire qui est en danger et qui affecte, comme le dit l'UNICEF, 14 fois plus les enfants et les femmes. Quelles sont les actions concrètes que vous menez avec votre association ? Avec l'association, les actions concrètes qu'on mène, c'est surtout au niveau du Tchad. Par exemple, pour l'accessibilité à l'eau potable, on construit des puits, ce qu'on a fait l'an dernier, et également tout ce qui est la sécurité alimentaire. On réfléchit sur des projets d'agriculture bio, ce qui est déjà le cas au Tchad, et également sur l'accès à la santé. On essaye de venir en aide aux hôpitaux, aux soins, de connaître un peu plus avec les populations. Vous étiez, je le disais, également présente à Dubaï pour la COP28 en décembre dernier. Est-ce que votre voix et plus largement la voix des jeunes présents a été entendue cette fois-ci par les dirigeants politiques ? Encore une fois, c'est une autre COP, une autre discussion. Vous voyez, avant les COP, les jeunes ont fait des recommandations, on se réunit. Ça veut dire que des fois, sur 100 pages de recommandations, il y a peut-être un mot, une phrase qui sera prise en compte. Et c'est encore le sujet des jeunes, c'est qu'on n'est pas encore pris au sérieux. On n'est pas assez expérimenté. On n'a pas beaucoup d'expérience sur le terrain et on voit un peu comme des jeunes qui sont impatients. Alors qu'on veut juste seulement, on voit l'urgence climatique et on a besoin d'agissement. Et c'est votre futur qui est concerné aussi. Exactement. Vous êtes également ambassadrice de la fresque de la désertification. De quoi s'agit-il ? La fresque de la désertification, c'est un jeu interactif qui nous permet de sensibiliser sur la désertification. Aujourd'hui, quand on parle de COP15 désertification, on entend très peu parler. Donc, par un groupe de 5 à 7 personnes, vous allez réfléchir ensemble quelles sont les causes et les conséquences de la désertification. Donc, grâce à cela, les gens vont pouvoir débattre, réfléchir ensemble. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, c'est des jeunes qui sont ambassadeurs comme moi. On a Aya du Maroc, on a aussi Kéran de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un peu partout en Afrique. Voilà, c'est un peu partout en Afrique. Mais pas qu'en Afrique, parce que la désertification, aujourd'hui, elle touche d'autres continents également. Donc, c'est de montrer, après avoir fait ce jeu, de comment ces personnes vont mettre en place. Quels projets on pourra mettre en place pour lutter contre la désertification et faire un plaidoyer très fort. Merci, Merem Tahar, d'avoir été notre invitée. Je vous remercie beaucoup. De plus en plus d'artistes se mobilisent également à travers le continent pour sensibiliser à la cause écologiste. C'est le cas du groupe de musique Kingongolo Kinyeta en RDC. Ces 5 membres originaires des quartiers populaires de Kinshasa sont des génies de la récupération. Aurélie Bazara-Kimangula les a suivis pour nous. Des instruments fabriqués de briques et de broc, mais de véritables notes de musique. C'est la marque de fabrique de Kingongolo Kinyeta. Des pièces de voiture en guise de batterie, des assiettes en métal pour la guitare. Ces instruments de fortune mêlent sonorités électro et rythmes traditionnels. C'est ici, dans les rues de la capitale congolaise, que ces musiciens puisent leur inspiration en recopiant des sons du quotidien. Il y a des gens qui passent, il y a des oiseaux, il y a des voitures. Moi, je récupère tous les sons qui passent, comme la voiture qui passe de l'autre côté, là, de manœuvres qu'ils sont en train de faire. Moi, je peux en fabriquer un instrument. Mais surtout, une inspiration qui vient en ramassant des déchets. Un vivier inépuisable car Kinshasa en produit près de 7000 tonnes au quotidien.
À notre orchestre, on joue la batterie, c'est la télé. Vous voyez, comme on jette la télé ici, moi je peux venir, je le ramasse et puis j'en fabrique mon instrument. Un message écologique que Kinkongolo Kenyatta délivre en Afrique et en Europe lors de ses tournées. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.